La dépendance affective de Sylvie Tannenbaum, 5e partie. L'égocentrisme. Dans l'illusion d'aimer, car sans que cela soit conscient, cette sorte d'amour-là est surtout donnée pour en recevoir, l'être aimé est utilisé comme pourvoyeur d'amour, d'approbation, de sécurité affective, de sentiment d'exister. Il n'est donc pas aimé tel qu'il est, pour ce qu'il est, ni dans sa spécificité, ni dans son entièreté, car la personne qui croit l'aimer n'est préoccupée en réalité que de ce qu'elle va recevoir. Objetisé, considéré comme un objet, il n'est pas pris en compte par le dépendant affectif pathologique dans sa démarche d'extorsion d'amour ou de marque d'amour. Ce qui peut sembler contradictoire avec le fait que, pour recevoir ce qu'il attend de l'autre, il s'oublie lui-même, il se consacre à la satisfaction des besoins de cet aimé. L'intention semble en effet tout à fait désintéressée, mais dans le cadre de cette pathologie du lien, elle ne l'est pas, ce qui n'est pas très valorisant. Si au lieu de dire à la personne « je veux t'aimer toute ma vie », nous lui disions « je veux t'intégrer dans ma vie », comment réagirait-elle ? Cette dévoration, cette vampirisation n'existe que pour combler les carences affectives. Est-ce une forme d'amour de l'autre ou d'avidité ? N'est-ce pas plutôt la signature d'un autocentrage exacerbé ? Ne serait-ce pas les marques objectives d'égocentrisme ? Je le crains fort malheureusement. A-t-on, dans ces situations, quelques inquiétudes pour le bien-être psychologique et affectif de l'autre ? Se soucie-t-on réellement de sa vie émotionnelle ? Tenter de devenir indispensable ne constitue pas une véritable marque d'amour. Avoir besoin et non envie d'aider les autres pour être en mesure de s'accorder quelques valeurs ou de se donner le sentiment d'exister n'est pas de l'altruisme, mais bien plutôt de l'égocentrisme. Achète-t-on l'amour ou l'amitié ? Parmi la pléthore des définitions de l'amour, il en est une que j'apprécie tout particulièrement. L'amour, c'est vouloir porter l'autre au plus haut de lui-même. Est-ce la préoccupation des dépendants affectifs pathologiques avec leur assujettissement à un lien essentiellement imaginaire qui les force en permanence à faire leurs preuves, à acheter au prix le plus fort leur droit à l'existence ? Sans doute l'ignorent-ils, mais la réponse est non. Nous avons déjà vu que l'égocentrisme était une tendance à ramener tout à soi-même, à se sentir le centre du monde, à ne concevoir ce dernier que de son seul point de vue. Ce qui est bien naturel au cours de la construction de l'enfant ne l'est plus lorsqu'il s'agit d'adultes. Les dépendants affectifs pathologiques pensent, en raison de leur égocentrisme, que les autres sont en permanence en train de les observer, tandis que leur autocentrage les conduit à n'agir qu'en fonction de leurs propres intérêts. Pourtant, si vous leur faisiez une remarque de ce genre, ils démentiraient immédiatement, seraient à la fois outrés et peinés, ce qui est normal puisqu'ils n'ont pas conscience de toutes les motivations de leur comportement. Oscar Wilde disait « L'égoïsme n'est pas de vivre comme on le dit désir, mais demander aux autres de vivre comme on veut qu'ils vivent. Une demande totalement implicite, cela va sans dire. » Dépendance et responsabilité. L'évitement de la responsabilité est l'une des manifestations de la dépendance affective pathologique. En effet, n'ayant pas intégré dans l'enfance la relation de cause à effet entre leur comportement et ses conséquences, empêchés en cela par un contrôle parental excessif et par un manque cuisant d'encouragement, les patients entretiennent le déni quant à leur responsabilité à l'égard de ce qu'ils vivent. Autrement dit, ils sont intimement persuadés qu'ils n'ont aucun impact sur leur vie, qu'ils remettent dans les mains des autres. Se sentir responsable de soi, de la construction de sa vie, de ses comportements et de ses choix relève d'un sentiment de liberté qu'ils n'ont pas. Pour cause de panique aiguë, à cause de la seule idée qu'ils refusent car ils se sentent impuissants. Ils ignorent qu'ils pourraient acquérir la puissance personnelle qui leur permettrait de vivre selon leur véritable personnalité, oubliée. Alors ils adoptent des comportements pulsionnels. La pulsion est la charge énergétique qui fait tendre l'organisme vers un but. Après le passage à l'acte, la tension disparaît. Ils analysent ces pulsions ou compulsions en ces termes. Je ne pouvais pas faire autrement, je n'avais pas le choix, je n'y peux rien, c'est plus fort que moi, etc. Ou bien, alors, ils confient leurs responsabilités à d'autres personnes à qui ils demandent implicitement de les prendre en charge. Se plaçant en victimes impuissantes, ils cherchent des sauveurs. S'ils acceptaient leurs responsabilités, cela équivaudrait à reconnaître qu'ils sont seuls à pouvoir décider pour eux. Cet évitement les protège donc de la terreur de l'isolement.
Cette fuite leur est pourtant fort dommageable dans la mesure où elle restreint considérablement la compréhension des manifestations somatiques qu'ils subissent, des insomnies, de l'anxiété, de la dépression, du mal général de vivre. Le professeur Irving Yalom décrit très bien ces personnalités si dépendantes qui, pour se protéger de la solitude et éviter les responsabilités, croient en un sauveur ultime qui viendra et saura s'occuper d'elles. Ce peut être Dieu, une institution, un psy ou des gens de l'entourage. Elles choisissent ainsi l'irresponsabilité avec la certitude qu'elles sont aussi démunies qu'un enfant qui vient de naître ou un vieillard. Le sauveur ultime n'est rien d'autre qu'un pourvoyeur. Ni responsables d'eux-mêmes, ni responsables des autres, les dépendants affectifs pathologiques se présentent comme des handicapés et le croient. Ne pas s'affirmer, suivre les goûts des autres, trouver de bonnes raisons pour ne pas prendre une décision importante, se soumettre à la vie générale, cacher ses émotions, dissimuler ses propres désirs, ce sont des évitements de responsabilité. Je ne veux pas déranger. Faites votre choix, je vous suivrai. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Je ne sais pas quoi décider, et vous, etc. Les petites phrases qui contournent la prise de risque sont nombreuses. Les manifestations d'autonomie, d'indépendance, de libre arbitre recèlent en effet de grands dangers, le principal étant de déplaire, ce qui signifie peut-être être rejeté et se retrouver seul. Françoise, très pratiquante durant son enfance et son adolescence, a changé de Dieu après les événements de mai 68, reniant le premier. Elle est devenue une maoïste très fervente jusqu'à quitter une activité professionnelle prestigieuse pour aller travailler à la chaîne en usine afin d'y porter la bonne parole. Puis, un jour, ce fut la catastrophe. Son nouveau Dieu dégringola de son piédestal. Grandes furent sa déception, sa colère et sa dépression. Il lui a fallu des années pour retrouver un autre pourvoyeur, pour se sentir exister à nouveau. Vous lui auriez dit alors qu'elle était dépendante affective pathologique, elle vous aurait ri au nez. Pourtant, elle l'était bel et bien. Tous ses actes étaient dictés par des idées qu'elle croyait justes et utiles. Elle n'avait pas besoin de réfléchir, ayant complètement aliéné sa responsabilité jusqu'à ses capacités intellectuelles pourtant brillantes. Elle ne décidait plus, elle n'avait plus à choisir. Son comportement lui était dicté, tout comme sa vie relationnelle. Elle avait perdu tout libre arbitre et se plaisait à dire à ses amis « Si vous êtes contre mes idées, vous êtes contre moi. Je n'ai plus rien à faire avec vous. » Durant des années, vaillant petit guerrier, elle s'est échinée à convaincre, à prêcher, à mettre toute son énergie et sa force dans la cause. Qu'il s'agisse de philosophie, de religion, d'une idéologie ou d'une personne, le fait d'y être attaché de façon automatique signifie que vous renoncez à vous-même en tant qu'individu séparé. Il n'y a plus de frontières claires entre soi et autrui. Sans séparation avec l'autre, l'être humain retrouve la fusion archaïque de sa prime enfance. Il n'est plus un adulte à part entière. Mais alors, que deviennent les dépendants affectifs pathologiques ? Que deviendront-ils ? Sont-ils condamnés à vivre leur détresse, leur misère relationnelle tout au long de leur vie ? Bien sûr que non. Il leur faudra pourtant franchir les nécessaires étapes qui les mèneront vers la délivrance. Étapes pas toujours simples ou agréables, avec des renoncements, des séparations. Car un bon travail thérapeutique s'accompagne toujours d'une épreuve de la réalité et de la recherche d'avancées personnelles. Des périodes de prise de conscience accompagnées d'un véritable désir de changement. Des moments qui les feront grandir et leur permettront de s'épanouir en retrouvant la véritable intimité avec eux-mêmes. Ce faisant, ils se réconcilieront avec leurs identités profondes. Ils apprendront ainsi à se respecter et à se faire respecter. Sur ce chemin de reconstruction, ils seront guidés par un thérapeute qui les aidera, à leur propre rythme, à se débarrasser du carcan dans lequel ils se maltraitent. Chapitre 3. Traiter la dépendance affective pathologique. Soyez à vous-même votre propre lumière, votre propre refuge. Alexandra David-Neil. Le rôle du psychothérapeute. Donner droit d'existence à l'enfant. Il appartient au thérapeute de savoir diagnostiquer les dépendances affectives pathologiques en donnant aux patients tout le temps nécessaire pour l'expression de leur souffrance, la narration de leur histoire de vie et la description de leur environnement familial. Cependant, ce diagnostic n'est pas toujours simple à établir, car nous savons que les adultes ayant subi dans leurs enfants des carences affectives ou des parents négligents, ou même dysfonctionnels voire maltraitants, sont le plus souvent dans le déni. Ils opposent généralement un refus global de ce qui s'est passé dans leurs jeunes années, déniant la possibilité d'avoir subi des traumatismes, ce qui aggrave considérablement leur impact sur leur psychisme.
alors que pourtant, les comportements de ces patients adultes décrivent une répétition de ces traumatismes. Il en va de même pour les émotions reliées à ces événements traumatiques. S'il n'est pas difficile de reconnaître et d'admettre celles qui sont jugées acceptables, tristesse, anxiété, inquiétude et désillusion, la confrontation est plus problématique lorsqu'il s'agit des autres. Colère, frustration, haine, envie, jalousie. Une étape essentielle. Toute émotion a un sens. Les patients le découvriront. Identifier ces émotions, apprendre à les nommer, c'est déjà enlever quelque épaisseur de brouillard. Une lumière apparaît faible mais bien réelle. Il est important de garder en mémoire le possible enfermement inconscient de certains patients dans un faux self dès l'enfance. Ils peuvent y demeurer pendant toute la durée de leur thérapie, qui devient alors interminable, car tout ce qui a été intégré dans le psychisme à une période archaïque ne peut être travaillé. Ce faux self désigne l'adaptation par soumission ou compromis d'un individu à son environnement, le privant de développer sa vraie personnalité et entraînant plus tard des relations artificielles. Il peut perturber le sentiment d'exister. C'est ainsi que certains enfants, parfois très tôt, se sont effacés et interdits de se construire un sentiment d'être. Derrière ce faux self, se terre ainsi un désespoir installé dès le début de la période que l'on nomme archaïque. Un autre facteur est à prendre en compte, c'est l'attitude du thérapeute vis-à-vis de l'isolement existentiel, de la responsabilité liée à la liberté, l'autonomie et la peur, existentielle également, de la mort. Si le thérapeute, au cours de sa propre thérapie, n'a pas traité ces 3 angoisses fondamentales, il risque bien de pratiquer le déni au cours de ces thérapies bien particulières que sont les thérapies des grands dépendants affectifs. Car c'est bien la confrontation aux fondamentaux de l'existence qui se révèle thérapeutique. Ces patients viennent généralement consulter un thérapeute sur les conseils de leur médecin, généraliste ou psychiatre. Ils suivent pour la plupart le traitement médicamenteux qu'on leur donne habituellement dans les syndromes anxio-dépressifs, c'est-à-dire des antidépresseurs et des anxiolytiques, auxquels s'ajoutent parfois des somnifères. Ces traitements leur permettent de tenir, à peu près dans une société où on n'a pas le droit d'aller mal, en abaissant l'intensité des mouvements émotionnels trop pénibles à vivre, dépression, angoisse. Pour cette raison, l'accès aux émotions est rendu plus difficile, ce qui ne facilite pas le travail en profondeur. Cependant, il serait malvenu de remettre ces traitements en question. L'accès à la conscience par l'introspection serait empêché en raison de la confusion, justement dans ce trop-plein d'émotions. Le thérapeute doit apprendre à travailler avec cette contradiction, en sachant aussi que les patients ne doivent pas non plus entrer en dépendance vis-à-vis de ces médications ni du psy. Il faudra bien un jour que la thérapie se termine et le thérapeute devra engager cette dernière ligne droite avec beaucoup de précautions pour que le patient ne sabote pas toute son évolution en craignant cette séparation. Il y faudra de la part du psy une grande capacité de réassurance et infiniment de patience, avec une diminution progressive de la fréquence des séances et un grand, sincère et profond désir d'autonomie de la part du patient. N'oublions pas que chez tous les êtres humains, mais bien davantage chez les dépendants affectifs pathologiques, l'idée même de séparation est anxiogène. Pourtant, comme le rappelle Sandor Ferenczi, les personnes dépendantes savent que la dépendance affective telle qu'ils la vivent leur est néfaste car elle renvoie immédiatement à la notion de rejet qui adviendra tôt ou tard. Telles sont leurs propres existences. Il convient de dire qu'une thérapie ne peut pas à elle seule résoudre tous les problèmes, car la vie apporte son lot de joie, mais aussi de souffrance. Et surtout, les patients doivent prendre conscience que le thérapeute n'est qu'un guide. Ils ont leur part de travail à faire et doivent accepter que, in fine, ils seront seuls pour continuer à le faire quand la thérapie sera terminée. Dans ces sortes de psychothérapie, le thérapeute devra veiller à éviter de tomber dans le piège de ces patients qui voudront trop souvent considérer leur psy comme le sauveur qui viendra résoudre leurs problèmes. Ce qui n'est pas toujours simple, malheureusement, surtout si le psy se sent quelque peu flatté par cette attitude, le plus souvent implicite. Il y verra l'occasion de se sentir indispensable, ce qui, dans ce cas, pourra s'apparenter à une prise de pouvoir sur le patient qui, très dépendant, n'attend que ça, au moins un temps. C'est pourquoi, dans les supervisions de thérapeutes, je reste très vigilante sur cet aspect. Un dépendant affectif pathologique ne pourra en aucun cas être sérieusement aidé par un autre dépendant affectif problématique ou pathologique qui s'ignore.
Or, et c'est tout à fait consternant, cette situation se rencontre en particulier avec des thérapeutes qui n'ont pas eux-mêmes fait de thérapie, et chez ceux qui croient que c'est le psy qui fait le travail, qui se place ainsi en sauveur. Or, plus le psy se montre actif et directif, même ostensiblement dans le but d'aider le patient à assumer sa responsabilité, plus le patient se voit infantilisé. Si un patient ne doit pas tout attendre d'un psychothérapeute sauveur, le psy, par son humanité, devra le soutenir en l'accompagnant tout au long de la thérapie, afin qu'il ne se sente jamais seul dans son entreprise. Il doit pouvoir laisser s'exprimer l'enfant qui est en lui, parfois redevenir cet enfant souffrant, meurtri, lui permettre enfin d'exister. Le psy a également pour tâche d'aider le patient à retrouver ses souvenirs, sans en craindre aucun, à les ranger chronologiquement, mais surtout à en parler. Même s'il s'agit d'événements pénibles, voire traumatisants, il est absolument nécessaire de les verbaliser. Cette remémorisation est fondamentale dans le processus thérapeutique. Certains thérapeutes estiment que cette étape n'est pas nécessaire, qu'une douleur déjà vécue n'a pas à être répétée par son récit. Je crois qu'il est, peut-être malheureusement, mais c'est ainsi, impossible de faire cette économie. Que la parole permet au contraire de sortir de soi ces épines si douloureuses. Que le processus de cicatrisation de certaines blessures ne pourra en aucun cas commencer tant que la plaie n'est pas nettoyée par la parole. Car c'est justement la prise de conscience de l'aspect si pénible de certains souvenirs qui permettra, par la compréhension des émotions qui y sont liées, de prendre du recul. C'est ainsi que les blessures peuvent cicatriser, grâce aux mots mis sur les souffrances et les émotions qui seront enfin reconnues, tout en sachant bien évidemment que les situations, les événements vécus ne seront jamais effacés. Le croire serait naïf et révélerait de la part du psy d'une illusion d'omnipotence, même si leur impact émotionnel s'en trouve considérablement adouci. Le psy, ni impatient, ni pressé, respectueux du rythme de ses patients, devra leur offrir un espace-temps rassurant. Le travail de mémoire demande de la lenteur, car l'inconscient, pour protéger le patient d'un tsunami émotionnel, ne délivre les souvenirs enfouis que progressivement. Il suffit au psy d'être là et de savoir se synchroniser sur le rythme de la personne, de mettre des mots sur le processus de réinvestissement progressif des émotions. La thérapie permet au patient, en s'appuyant sur la relation thérapeutique, de reprendre goût à la vie en retrouvant le désir et la volonté de vivre en fonction de qu'ils sont au plus profond d'eux-mêmes. Ils ne se heurtent plus aux obstacles nombreux qui généraient leur blocage. Délivrés de leurs illusions, ils acceptent la réalité de leur humaine et imparfaite condition. Or, pour accepter la réalité, plusieurs prises de conscience sont nécessaires. Sortir du déni. La première étape de la thérapie sera donc dédiée aux si nécessaires prises de conscience. Chacun ne doit-il pas s'apercevoir de l'état où il est, pourvu qu'il veuille s'en apercevoir, écrivait Fritz Zorn dans son journal. Pour y parvenir, la volonté d'ouvrir les yeux, de sortir du déni s'impose. Admettre cet état d'excessive dépendance à travers ses manifestations émotionnelles et comportementales, à travers les situations et expériences vécues, est le premier pas indispensable. Pour Freud, le passé qui n'est pas mis en conscience se répète, et Jung disait que ce qui demeure inconscient nous arrive de l'extérieur comme un destin qui nous semble étranger alors qu'il reflète simplement notre condition de vie intérieure. Qui voudrait demeurer jusqu'à son dernier souffle dans une prison dont il a remis la clé à d'autres ? Qui pourrait en vérité se satisfaire de ces ébauches de joie ou même de bonheur que donnent les autres lorsqu'ils le veulent bien, lorsqu'ils y consentent ? Qui refuserait de pouvoir s'appuyer sur soi pour s'apporter ce qu'il recherche en vain ailleurs qu'en lui-même ? Si les enfants n'ont pas la capacité de développer une claire lucidité sur eux-mêmes, ceux qui les entourent ou le monde en général, les adultes, eux, disposent de toutes les ressources pour le faire. C'est pourquoi il est essentiel pour les patients de balayer le lourd écran de fumée qui les empêche de se voir tels qu'ils sont. Essentiel aussi de dissiper le brouillard qui noie leur vie émotionnelle dans la confusion, qui anesthésie et engourdit les facultés de compréhension de ce qu'ils vivent et masque leur personnalité profonde pour finalement les rendre étrangers à eux-mêmes. Avant même de comprendre pourquoi et comment la dépendance affective pathologique s'est installée au fil des années, il leur faudra accepter de regarder et d'admettre en toute lucidité ce que cette dernière génère en termes de relation à soi et de relation à l'autre. Sans ce regard lucide, l'on ne peut que s'engoncer dans la répétition traumatique et l'on se croit définitivement incapable d'imaginer que d'autres choix, d'autres options existent.
Une patiente me disait récemment qu'elle pensait être inapte au bonheur, aux joies de la vie. Ce sont ses peurs et son désamour d'elle-même, en raison justement de cette croyance en son inaptitude, qui lui dictent cette conclusion. Pour qu'elle apprenne à se faire confiance, pour qu'elle devienne sa bonne mère intérieure, elle doit d'abord admettre la réalité de cette croyance et ses compétences. Revisiter ses croyances. Dans la première partie, nous avons observé que de très nombreuses croyances, certitudes non démontrées, faussaient le jugement des dépendants affectifs pathologiques. Le fonctionnement des croyances est simple. Prenons l'exemple d'une personne qui croit que les besoins des autres sont plus importants que les siens. C'est l'énoncé, tout au moins conscient de sa croyance. Ses pensées tourneront alors sur les meilleures façons de connaître ou de deviner ses besoins et de les satisfaire efficacement. Elle ressentira un grand plaisir à l'idée de bien s'occuper des autres et sera fière de passer à l'acte tout en étant remplie d'attente, de reconnaissance ou d'amour. Ces autres vont peut-être la féliciter ou la remercier vivement. Sa croyance sera confirmée et renforcée. Tout ceci dans le plus grand déni de ses propres besoins, enfoui sous sa peur de n'être pas aimée. Prenons un autre exemple. Jeanne ne s'aime pas. Elle croit, est persuadée, qu'elle ne pourra jamais plaire à un homme. Je ne comprends pas qu'un homme s'intéresse à moi, dit-elle. Dans son dialogue interne, ses pensées, elle se convainc grâce à de nombreuses situations vécues que jamais elle ne rencontrera un homme qui aura envie de s'approcher d'elle. Ou s'il le fait, c'est juste pour coucher avec moi car les hommes ne veulent que du cul. Elle en est triste, parfois même désespérée. Lorsqu'elle va en soirée, elle reste isolée et distante. C'est ainsi que, refusant toute rencontre, elle confirme et renforce sa croyance. Elle ne plaira jamais à un homme bien. Or, des croyances, nous en avons tous un très grand nombre, certaines d'ordre général, d'autres s'appliquant à différents domaines, croyances sur soi, les plus importantes, sur les autres, parents et famille, amis, environnement humain, sur la vie, sur l'amour, pour nous en tenir à celles qui concernent le thème de ce livre. Nos croyances constituent nos paysages intérieurs et surtout notre squelette psychique dans la mesure où elles conditionnent nos pensées, nos émotions et nos comportements, ainsi que nous venons de le voir. Ces certitudes s'installent pour une grande part dans l'enfance. Nous prenons celles de nos parents, de notre milieu, de nos fréquentations, même déjà à la crèche, de nos lectures, des films, etc. Elles sont également conditionnées par l'interprétation que nous donnons aux expériences vécues. Ceci dès la naissance, car très tôt, nous éprouvons le besoin de donner un sens à ce que nous vivons. Et ce qui est tout aussi important, nous passons notre vie à nous confirmer leur véracité et à les renforcer, car il est impensable de remettre en question son squelette sans appréhension. J'ajoute que les croyances dont nous nous occupons dans ces pages sont des certitudes limitantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont absolument pas aidantes comme d'autres le sont, comme « j'ai de la valeur »,« je mérite d'être aimé », etc. Ce sont ces croyances tellement négatives, très limitantes sur soi, qui conditionnent la mauvaise estime de soi. C'est pourquoi il est essentiel pour le thérapeute de relever régulièrement les croyances exprimées par le patient au fil de son discours. Ainsi, vous croyez que les besoins des autres sont plus importants que les vôtres. Plusieurs séances lui permettront de mieux connaître les certitudes conscientes qui l'ont amené à cette dépendance affective pathologique et de vérifier avec lui qu'il a bien compris évidemment. Pour le patient, découvrir que certaines de ses croyances peuvent être remises en question est à la fois très pénible et difficile. D'autant plus que, nous l'avons vu, elles sont à la fois à la source des comportements des dépendants affectifs pathologiques et bien souvent le résultat, donc la confirmation, des interprétations des situations qu'elles ont vécues. Il s'agit donc en quelque sorte d'un véritable cercle vicieux sur lequel le thérapeute devra intervenir. Reprenons des exemples de croyances sur soi décrites dans la première partie. Je n'ai pas le droit de m'affirmer tel que je suis, alors je suis sans cesse en suradaptation à l'autre pour être aimé, disait Lucien, qui ajoutait « Je veux être admiré, donc je ne dois jamais décevoir. Si je suis spontané, on jugera mal ce que je fais ou dis, donc je me ferai remarquer et juger négativement. » Je suis insatisfaite de moi en permanence, déplorait Inès, tandis que d'autres pensaient « Si je suis suffisamment généreux, utile, aidant, disponible à l'écoute, je serai aimé. Et seule la perfection m'apportera l'amour et la reconnaissance dont j'ai besoin pour vivre. » Et d'autres encore « Je n'ai pas le droit de me plaindre, je ne mérite pas ce que j'ai à côté des autres qui ont moins de chance. Je ne dois pas dire ce qui ne va pas. » Sans bien sûr négliger tous les commentaires absolument désastreux sur soi. Pourquoi est-on dépendant ? Parce qu'on le croit.
Si l'on croit que l'on a besoin de l'autre pour se sentir exister, si l'on croit que l'on est incapable de s'appuyer sur soi, que l'on n'est pas aimable, que l'on est faible et impuissant, que l'on n'est pas responsable de sa vie, que l'on ne possède aucun libre arbitre, que nos malheurs viennent des autres, alors bien sûr, il faut créer un sauveur, une personne, une idéologie, une religion, une cause, qui viendra nous prendre en charge et recouvrir de pétales de rose notre chemin de vie. Je tiens à préciser que toutes les personnes qui adhèrent à une idéologie, qui croient en Dieu, qui militent pour une cause, ne sont pas forcément dépendantes affectives pathologiques. Elles ne le sont que si elles attendent d'en être totalement comblées au point de s'oublier elles-mêmes et de renoncer à leur véritable identité. Quand les croyances de ce type sont très solidement ancrées, il sera difficile d'accepter de les remettre en question pour la bonne raison que ces patients sont dépendants de leurs croyances. Ce sont leurs drogues, ils en ont besoin. Ainsi, si je crois en la puissance du pourvoyeur sauveur que je me suis choisi, en sa compétence, je décide de le transformer réellement en sauveur et je ne peux plus m'en passer. Si une personne vante les bienfaits de son addiction en disant « Jouer me donne de l'espoir, me permet de rêver », bien sûr, je suis déçu quand je ne gagne pas, mais un jour je gagnerai, alors je ne dois pas arrêter. Si je suis parfait, je serai enfin aimé. Si je ne bois pas tous les soirs, je dors mal, je suis trop agité. Passer tout mon temps libre à militer donne un sens à ma vie. Si je suis un pratiquant fervent, Dieu m'aimera et m'aidera à vivre, etc. Elle n'aura sûrement pas le désir de s'en séparer. Nous avons vu dans la première partie de l'addiction comment elle fonctionne, comme une autothérapie. S'en défaire peut être effrayant. La croyance crée le besoin et s'appuie sur lui pour se confirmer et se renforcer. Nous avons entendu aussi bon nombre de croyances sur soi et la relation amoureuse. Qui, me connaissant, pourrait continuer à m'aimer puisque je ne vaux rien ? Je dois rendre une femme heureuse, mais je ne peux pas être aimée telle que je suis, alors je suis trop gentil. Seul l'autre peut me rendre heureux. Je suis incapable de vivre seul. Seul je ne vaux rien. Nous ne faisons qu'un. Nous sommes semblables. Si nous nous séparions, j'en mourrais. Une séparation, c'est un anéantissement. La vie n'a aucune valeur tant qu'on ne vit pas en couple. Avec son corollaire. Tant que je ne vis pas en couple, je n'ai aucune valeur. Toi et moi, nous ne faisons qu'un. Je me sens en symbiose totale avec elle. Je sais ce que tu penses. Tu ne peux rien me cacher, tu sais. Je ressens exactement la même chose que toi. Elle et moi, c'est pareil. La coupe est pleine, le désamour de soi. D'autres croyances aussi sur l'attitude à adopter quand on aime. Je suis responsable du bonheur de l'autre. L'autre doit être tout pour moi. L'autre doit être mon seul souci. Je dois être tout pour l'autre. L'autre doit toujours être là pour moi. Je dois être le seul souci de l'autre. Tant que je fais le bonheur de l'autre, je suis heureux. Sous-entendu, et inconsciemment le plus souvent, tant qu'il aura besoin de moi, il m'appréciera. Si je suis si inquiet, c'est parce que je t'aime. L'autre est responsable de mon bonheur. Quand on s'aime, on doit tout faire ensemble, tout se dire, ne rien se cacher. L'autre est là pour me combler. Je dois combler l'autre. L'autre doit pouvoir compter sur moi à tout moment. Je dois pouvoir compter sur l'autre à tout moment. Je dois être la personne la plus importante pour l'autre. Je ne comprends pas qu'elle puisse se trouver bien sans moi. Je me mets à ta place. Pour bien aimer, il faut s'oublier. La coupe est pleine, le mal amour de l'autre. Ces trois types de croyances sont ceux qui ont le plus de pouvoir pour conditionner la vie des dépendants affectifs pathologiques. Il en existe d'autres, bien limitants, comme ceux concernant les liens familiaux. Je n'ai pas le droit de décevoir mes parents qui se sont sacrifiés pour moi. Je connais bien mon fils et je sais ce qui est bon pour lui. Ou bien ceux qui dictent les comportements sociaux. Je dois être le meilleur. Plus on a d'argent, plus on est admiré, etc. Nous retrouvons le même schéma de croyance dans la codépendance. Une personne qui vit avec un conjoint malade alcoolique ou toxicomane croit souvent qu'elle parviendra à arrêter ce comportement addictif par la force de son amour. Malheureusement, elle n'y parviendra pas dans la durée. Son besoin excessif d'être utile, son fantasme quant à sa capacité à soigner son époux, l'entraîneront vers une amère désillusion. Ils forment un couple de codépendants car l'on s'attire mutuellement sur des ressemblances et si l'on manque d'estime de soi, on se rapprochera des personnes qui souffrent de cette même problématique. Devenir lucide sur ses croyances, du moins celles qui sont devenues conscientes, est nécessaire et admettre qu'on se comporte comme si elles étaient des vérités universelles est une étape très importante.
car ce faisant, c'est déjà le processus même de leur fonctionnement qui est compris. Cette lucidité représente un retour à la réalité. Les patients prennent conscience que peut-être leur vision, leur interprétation de la réalité n'est pas entièrement juste, ou plutôt qu'ils peuvent sortir de cet enfer auto-entretenu par la puissance de croyances limitantes en les reconsidérant. Une croyance importante sur soi s'installe souvent à la suite d'une expérience particulièrement forte dont l'impact a été suffisamment puissant pour qu'une conclusion générale en soit tirée. Le travail du thérapeute consiste alors à proposer d'autres interprétations, d'autres conclusions. Il suggère ainsi des recadrages au patient qui comprend qu'une même expérience peut être interprétée de plusieurs façons. Si un enfant se fait sévèrement punir par son père et en conclut qu'il est mauvais, l'adulte qu'il est devenu recevra du thérapeute la permission d'interpréter différemment cette situation. Son père était énervé, était quelqu'un de colérique, etc. Sa déduction « je suis mauvais » s'en trouvera infléchie et peut être modifiée. Vous avez dit perfection ? Qui dit perfection dit fin de l'évolution, du progrès, mort. Le mot perfection vient du latin per facer. Per signifie jusqu'au bout et facer, faire. Autrement dit, perfection veut dire ce qui est fait jusqu'au bout. Nulle avancée n'est plus alors possible. Ce qui peut fâcher singulièrement les perfectionnistes, et l'on en rencontre tellement parmi les dépendants affectifs pathologiques. Ainsi, recherchant vainement la perfection, ils ne peuvent être qu'insatisfaits d'eux-mêmes, anxieux et coupables de ne pas faire encore plus et encore mieux que l'autre. Le thérapeute peut expliquer au patient que la perfection n'est qu'un mythe. Il peut même le lui prouver très simplement en lui demandant de décrire une journée parfaite selon lui. Cette description devra comporter un nombre infini de minuscules détails, de critères qui démontreront cette perfection. Autrement dit, il s'agit d'une tâche totalement impossible à réaliser. Il peut aussi lui demander pour la prochaine séance de décrire par écrit ce qu'est la perfection. Le commentaire de texte du thérapeute sera fait de contre-exemples, de propositions venant de sa propre vision du monde selon d'autres critères. Tout ceci pour lui dire tout simplement que la perfection est un concept, c'est-à-dire une idée on ne peut plus abstraite et dont chaque individu possède sa propre définition. S'il est utile et évolutif de vouloir s'améliorer ou d'améliorer ses compétences, vouloir la perfection n'est qu'un leurre, un véritable poison. Le thérapeute peut expliquer que lorsque nous sommes enfants, même très petits, nous cherchons à comprendre ce qui se passe autour de nous, en nous. Si mes parents sont en colère contre moi, c'est que je suis un méchant garçon. Si mes parents se séparent, c'est qu'ils ne veulent plus de moi, etc. Mais l'enfant que nous étions n'était pas en mesure de tout comprendre et bon nombre de ses interprétations l'ont conduit à des conclusions qu'il risque de tenir pour vraies toute sa vie. Le thérapeute fera en sorte que son patient remette en question, à son rythme et sans le heurter, certaines de ses déductions. Si cela est possible, il peut inviter le patient à interroger ses parents sur différents points essentiels. Le déroulement de la grossesse de la mère, la naissance, la petite enfance, etc. Si c'est impossible, il pourra peut-être poser ces questions à d'autres membres de la famille. Sinon, il sera bien sûr plus difficile de retrouver, pour le comprendre, le vécu du nourrisson. Lorsqu'un patient découvre son fonctionnement des croyances, il en est immédiatement soulagé car il commence à entrevoir une possibilité de changement de point de vue sur lui-même, comme une respiration, enfin. Il est tellement reposant de s'entendre dire, avec les précautions d'usage et en temps voulu, que ce que les gens pensent de vous, ce qu'ils ressentent pour nous, n'est pas nécessairement lié à ce que nous sommes ou à notre valeur en tant qu'être humain, pas plus qu'à notre réussite sociale. Je répète souvent, à qui veut bien l'entendre, que nous ne pouvons pas plaire à tout le monde, comme tout le monde ne nous plaît pas. Bien sûr, la deuxième partie de la phrase passe beaucoup plus facilement. Et il n'est pas toujours très facile d'admettre la réalité de la première proposition. Il est pourtant tellement rassurant d'entendre une permission essentielle, à savoir que l'on n'a pas à vivre que pour les autres. Nous avons le droit et même le devoir de vivre pour nous, avec les autres, d'être égoïste, à savoir de se prendre soin de soi aussi et non pas que de notre famille et ou de notre travail. Toutes les croyances sont à l'origine des émotions. C'est pourquoi, après le travail sur les croyances, il est fondamental de retrouver celles qui leur sont associées. Retrouver ces émotions.
Si quelque chose a pu être vécu sans être éprouvé, c'est parce que la personnalité s'est coupée en deux pour éviter d'être totalement détruite par le choc et qu'il faut favoriser le rapprochement de ces deux morceaux. Les deux morceaux étant l'expérience vécue et l'émotion, ou les émotions qui lui est liée. Quand celles-ci ont été trop longtemps refoulées, quand l'enfant puis l'adolescent ont perfectionné l'art de ne plus rien ressentir, toute la vie émotionnelle est devenue singulièrement étrangère à l'adulte devenu. La thérapie va permettre aux patients d'opérer cette rencontre, cette réunion. Ce seront des passages pénibles parfois, qui demandent de prendre son temps, qui autorisent enfin les larmes, les cris de colère, les recroquevillements de peur, car les dépendants affectifs pathologiques, vous le savez maintenant, ont trop souvent et depuis fort longtemps dû verrouiller leur vie émotionnelle pour n'en pas souffrir, consciemment du moins. Cette catharsis agit comme une véritable libération. Les larmes affleurent si vite. Dans la gêne au début, car il faut bien donner de soi une bonne image, car il faut bien rester digne. Puis cette gêne laisse la place aux pleurs qui autorisent ce processus de libération, permettant au patient de se retrouver tel qu'il était avant d'endosser son costume d'installation, son masque et d'écrire des scénarios illusoires. Ils pleurent enfin, ces patients. Ils pleurent lorsqu'ils prennent conscience que par leur histoire, ils ont dû, très précocement, apprendre à s'occuper d'eux seuls, vivait en eux l'enfant désespéré et l'enfant thérapeute de ce dernier. L'autocompassion qu'ils ressentent alors à l'égard de ce tout petit, qui dans sa solitude extrême a trouvé en lui le courage et la puissance intérieure pour se permettre de survivre au traumatisme, est très touchante. Ce faisant, ils peuvent enfin s'autoriser à retrouver les émotions si profondément enfouies. Ils pleurent et au détour d'une larme de rage découvrent leur colère, leur haine parfois, leur jalousie, leur sentiment d'envie. Peu leur importe désormais, ils s'expriment enfin. Certains osent crier, insulter, critiquer. Ils ont accédé à leur intimité émotionnelle. L'attitude du thérapeute les a aidés. Il ne juge pas, il entend, reformule. Il est là dans une présence active pour entendre les peurs abyssales, les culpabilités, les hontes, les unes entraînant les autres. La dépression, la tristesse, le désamour de soi commencent à se désagréger. Le mépris de soi est questionné d'une nouvelle façon. Le patient s'étonne lui-même. Il ressentait réellement tout cela. Il ne le savait pas. Il a le droit de l'exprimer, même l'agressivité pourtant enterrée si loin de sa conscience. Cette agressivité qui, de toutes les tendances humaines, est celle qui se trouve le plus souvent cachée, déguisée, déviée, attribuée à des instances extérieures. Cette agressivité qui est à l'origine de la créativité de l'enfant. Même la haine, même vis-à-vis d'une mère, d'un père, même s'ils ne sont plus de ce monde, oui bien sûr. Nos sociétés occidentales, et sans doute d'autres, condamnent sévèrement la critique des personnes décédées. La mort conférerait-elle une sorte de sainteté ? Faudrait-il, parce que des parents ou des proches ont quitté cette vie terrestre, devenir amnésiques à leur sujet ? Pour quelle bonne raison ? Alors oui, même la haine, car toutes nos émotions sont porteuses de messages, elles nous parlent de nous, de ce que nous avons ressenti, de ce que nous éprouvons. Dans chaque larme, un mot, dans chaque cri, une blessure, dans chaque cœur qui bat trop vite, une peur. Le patient apprend que le mythe New Age d'un amour universel n'est qu'un mythe, justement. Il découvre que sa haine lui parle de lui, de son histoire passée, de son présent, qu'elle lui parle de ses blessures, de ses souffrances. Pleurer, enragé, voilà qui s'ouvre le champ des possibilités. Désormais, il serait bien utile de rester aveugle à la réalité. Les émotions, si elles sont avant tout inscrites dans notre corps, sont également partie prenante dans nos processus de pensée. Nous ne sommes pas coupés en deux, et ce que nous ressentons influence grandement ce que nous pensons, soit choisissons et décidons. Ce que notre corps savait, il peut enfin le révéler, puisque la porte de la vie émotionnelle s'est ouverte. Tout ce qui avait été dissimulé par le brouillard réapparaît. C'est le retour du refoulé. Le patient découvre que pouvoir exprimer ses mouvements émotionnels, c'est aussi être capable de nouer des liens sur un mode authentique. On sait tellement mieux regarder les autres lorsque disparaissent les brumes générées par la peur et les illusions. Et s'il est bien une réalité, une seule réalité chez un être humain, ce sont ses émotions. Une émotion n'est jamais fausse, tandis que les souvenirs des événements eux-mêmes ou les idées, les pensées, ce sont ces retrouvailles avec ces émotions qui vont guider le patient vers les nourritures émotionnelles, vers de véritables besoins, les siens.
Quant aux émotions prescrites par les parents, les éducateurs, celles que l'on se doit d'éprouver en lieu et place des sentiments authentiques, elles finissent par rendre malade de ne pas avoir le droit d'être soi-même, malade de se forcer à sourire lorsqu'on est triste, de s'obliger à se taire en se mordant l'intérieur des joues pour ne pas montrer sa colère, rire ou ironiser sur ce qui fait mal. C'est ce qu'apprennent les patients en thérapie. Ils comprennent ainsi que leur santé, physique et psychique, a énormément souffert de leur long silence sur les émotions si pénibles à vivre quand elles n'avaient pas acquis leur titre de séjour. Reconduites à la frontière du non-dit, elles sont douloureuses à révéler car elles gênent, elles dérangent. Ils se montrent parfois choqués d'avoir dû se contraindre à devenir des robots, comme si un enfant qui s'est figé, durci comme de la pierre, était une preuve de la réussite de son éducation. Cette forme d'anesthésie affective, ce rempart épais construit autour de la vie émotionnelle, avait pour mission de protéger l'enfant de sa trop grande souffrance, alors qu'elle est fort préjudiciable à toute vie relationnelle. Nous vivons dans une société qui donne priorité au paraître et à l'avoir, qui n'encourage en rien la réflexion sur soi, sans même parler de l'introspection. Et décider de faire une psychothérapie dénote du courage, motivé par le désir de retrouver les émotions et les sentiments refoulés dans l'inconscient, car ils ne sont que refoulés, ils n'ont pas disparu. Le travail thérapeutique consiste justement à les mettre au grand jour pour sortir du faux self dont la protection n'a plus lieu d'être. S'il fut souvent l'ultime recours pour l'enfant blessé, il n'est plus utile pour l'adulte, tout au contraire, car il lui faut retrouver son véritable self, sa véritable identité avec ses désirs authentiques. C'est ce qui lui permet le catharsis émotionnel, l'expression des émotions revenues. D'autant plus que durant toute son enfance, l'être humain est une véritable éponge face aux émotions de ses parents et de son entourage proche. Alors non seulement il s'en croit responsable et se culpabilise lorsqu'elles sont douloureuses, mais par mimétisme émotionnel, il arrive fréquemment qu'il s'approprie inconsciemment l'angoisse, la tristesse ou la culpabilité, ou encore la honte, l'absence d'estime de soi de ses parents en dépression. Il sera souvent extrêmement pénible pour les patients de se confronter avec l'imperfection de ses parents ou d'un des parents. Il faudra alors combattre l'inévitable culpabilité vis-à-vis de ses parents, qui dans l'enfance furent leurs dieux, et vis-à-vis d'eux-mêmes d'avoir été si naïfs. Mais un enfant spontanément fait conscience à ses parents. Il faudra aussi trier les émotions qui ont été prescrites, trier celles qui ne leur appartiennent pas. Cette étape fondamentale au cours de la thérapie les mène sur le chemin de l'authenticité, une forme de liberté qu'ils ignoraient. Enfin, la prise de conscience des attentes illusoires offre aussi la possibilité de devenir plus lucide sur soi-même. Comprendre ses comportements. La psychothérapie va permettre aux dépendants affectifs pathologiques de comprendre non seulement leur comportement, mais aussi l'impact de ces derniers dans leur vie relationnelle. Cette connaissance lucide de leur motivation et de leur façon d'agir les incitera à sortir de leur rôle et pour certains, de leur faux self. Le thérapeute va aussi leur expliquer que dès leur plus jeune âge, ils ont acquis leur tendance à entourer maternellement les autres. J'ai déjà évoqué ces enfants parentifiés, adulifiés par leurs parents et qui très tôt en deviennent les thérapeutes, tout comme ils se montrent à la fois compréhensifs et remplis de sollicitude avec les autres adultes en général. C'est ainsi, ayant trop vite grandi, qu'ils en viennent à devenir le soignant de leurs parents, car un enfant traumatisé est hypermature, doit endosser de manière prématurée la responsabilité des adultes immatures, défaillants ou agresseurs. De nombreux psychiatres et psychologues de l'enfance ont décrit cet élan spontané de sollicitude et de compréhension chez ces enfants, élan tout aussi spontané que l'on retrouve chez les patients dépendants affectifs pathologiques. Apprendre à mieux se connaître. Faire connaissance avec le vrai soi, sortir du faux self et des rôles, est le seul antidote à l'oubli et au désamour de soi. Découvrir ses croyances, retrouver sa vie émotionnelle authentique et comprendre ses comportements pour s'engager sur le chemin menant vers une meilleure connaissance du soi. Se connaître mieux, se reconnaître. Pouvoir au détour du sentier se poser 2 questions essentielles. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie ? Et qu'est-ce que je veux ? Et commencer à trouver quelques ébauches de réponses. Pouvoir aussi énoncer plus clairement ce que l'on ne veut plus, ce qui fait trop mal. Apprendre ce que sont nos croyances qui, muettes et pourtant toute puissance, génèrent nos émotions et guident nos comportements.
Découvrir ces éléments du fonctionnement du psychisme de l'être humain éclaire les patients dépendants affectifs pathologiques sur la réelle possibilité qu'il leur est offerte de mettre fin à des comportements automatiques et de s'ouvrir à d'autres choix. Il est possible de modifier ses croyances et d'autres de penser autrement pour ressentir d'autres émotions et agir différemment. La boucle infernale peut être transformée en cercle humainement plus vivable. Car ce fonctionnement de croyance est applicable quelles que soient les certitudes. Il se déroule de la même façon pour confirmer et renforcer des croyances aidantes. Je suis quelqu'un de bien, j'ai le droit de me respecter, etc. Mieux se connaître, c'est choisir d'arrêter de se mentir pour devenir capable de définir clairement sa problématique. Le fait même de décider de se faire aider démontre une vraie volonté de se confronter à ses difficultés, d'arrêter de tenter de se persuader que finalement rien n'est grave. Et puis pourquoi après tout chercher à être plus heureux? Je n'ai qu'à me résigner. Lorsque les patients découvrent qu'ils se conduisent selon certaines idées et n'obtiennent pas ce qu'ils désirent, ils sont désormais en mesure de s'interroger sur la véracité et l'efficacité de ces idées. Cette confrontation va leur permettre de nombreuses remises en question. Ils acceptent de reconnaître qu'ils ont pu se tromper, qu'ils ignoraient même à quel point ils s'étaient éloignés d'eux, persuadés à la fois d'avoir raison et d'être impuissants pour ne serait-ce qu'envisager une vie meilleure. Découvrir les véritables motivations de leur comportement permet aux patients de quitter la position de victime en récupérant progressivement leur puissance personnelle et leur libre arbitre. Le changement alors apparaît possible. Au cours de la thérapie, les patients prennent donc conscience de la motivation principale qui est à l'origine de leur comportement, leur recherche effrénée d'amour. Une quête qui génère une exigence de perfectionnisme très culpabilisante puisqu'illusoire. Une suradaptation extrêmement contraignante aux désirs d'autrui, des agissements souvent manipulatoires pour parvenir à leurs fins. Ces réalités, aussi pénibles soient-elles, représentent un passage nécessaire. Si tant est qu'il existe un chemin vers le meilleur, il faut pour le trouver bien regarder le pire, écrivait Thomas Hardy. C'est en comprenant à quel point les jeux psychologiques et particulièrement les rôles de sauveur, victime et persécuteur sont vains et dommageables pour leur équilibre psycho-affectif qu'ils peuvent décider progressivement de les abandonner. C'est pourquoi il est essentiel pour ces patients de se réhabiliter à leurs propres yeux pour les comportements qu'ils ont eus jusqu'alors. Comment en effet accepter sans ressentir un grand désespoir l'idée que l'on attend tout des autres, que la compulsion à aider, à se rendre indispensable serait la seule voie possible pour se sentir exister, pour se réaliser pleinement, pour avoir une raison de vivre? Comment concevoir sans une infinie tristesse l'idée de s'abandonner soi-même, de se détourner de soi pour s'approprier la vie de l'autre, ses besoins et ses aspirations? Comment ne pas être bouleversé en constatant que l'on a dû creuser un grand vide à l'intérieur de soi pour permettre à autrui, à son insu, de s'y lever? Florence. Tout est possible et rien n'arrive. Dehors, par-delà les toits, j'entends vibrer le cri des hirondelles. Mais je suis dans un tel désarroi qu'elles n'arrivent pas à m'enchanter. Parfois, je ne m'explique pas ma théorie de l'échec, ces entre-deux qui ne riment à rien. C'est étrange de vouloir des autres ce qu'ils ne peuvent pas me donner. C'est étrange aussi de rester là, à attendre encore et encore, sans savoir quoi faire. Et le soir de se coucher en se disant que, vraiment, demain, il serait bon de passer à autre chose, d'oublier, de recommencer le soir en rentrant chez soi, seul, au calme, en commençant ses vacances qui riment avec errance. Oui, recommencer à se dire que vraiment, ce doit être fini. Mais pourquoi s'infliger un tel châtiment, de telles punitions? Pourquoi toujours être la seconde? Que la seconde? Pourquoi n'être que la fille qu'on met dans un lit et pas dans sa vie? Un peu, beaucoup, marre des situations foireuses. À quoi servent-elles? Ne serais-je capable que de cela? Je patine, je n'avance pas, alors que je n'attends que cela, quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Je sais que certains de mes comportements, certaines de mes peurs viennent de la non-consignation entre rêve et réalité. Déjà quelques jours avant notre dernière séance, j'avais bien compris que mon non-engagement vient de là. Mais moi, j'aime mon inconséquence. Comment, sans ne plus se comporter comme un papillon porté au fil du vent, rester ce papillon, sans être toujours collé derrière une vitre, les ailes déployées? Au-delà de tout, malgré les obligations auxquelles on ne peut déroger, c'est perdre l'illusion de ma liberté qui me fait peur. L'idée de partir quand je veux, sans attache, me réjouit, me porte, me libère.
Je tente de réconcilier le tout, ce sentiment permanent d'insécurité et mes obligations d'adulte. Le thérapeute va expliquer qu'un comportement a toujours une raison d'être. Nous ne faisons jamais rien pour rien. C'est ce que l'on appelle la fonction positive ou le bénéfice de nos actes. Mais force est de constater que cette fonction positive, que ce bénéfice n'en sont pas vraiment quand les attentes sont vaines et que les comportements entraînent des résultats constamment décevants. L'insoutenable nécessité de plaire est le premier élément remis en question. Le patient a pu identifier les conséquences de son besoin toujours inassouvi d'être rassuré sur sa capacité à aimer, tout en craignant, une fois la relation installée, d'amitié ou d'amour, l'inévitable rupture. Qui en effet pourrait suffisamment l'aimer tel qu'il est, indigne d'amour? Et par quel miracle serait-il possible de tenir dans la durée en jouant un rôle, en dissimulant ses propres pensées, ses véritables émotions, en ayant peur de la sincérité? Aucun être humain n'est capable de ce tour de force qui consiste à se montrer sous les traits de quelqu'un d'autre, en tout cas pas très longtemps. La peur panique d'être découvert provoque l'erreur, puis les erreurs jusqu'au dévoilement. À moins que la rupture ne permette pas d'en arriver à ce point de non-retour. Le thérapeute explique aussi que l'on ne peut pas être profondément aimé sur ses seules actions. L'amour se porte sur l'être et non sur le faire, qui ne vient qu'après. Les mensonges, dits ou par émission, ne peuvent pas protéger éternellement. Construire de bonnes relations avec soi. Tout au long de leur enfance et de leur adolescence, puis dans leur vie d'adulte, les patients dépendants affectifs pathologiques ont installé, en raison de leur histoire de vie, des certitudes sur eux-mêmes et les autres qui les ont menés dans une insécurité permanente quant à leur capacité à être aimés. Au cours de leur thérapie, ils apprennent qu'ils n'ont eu de cesse de confirmer et renforcer ces certitudes très limitantes, très négatives. Jamais remises en question, elles ont jalonné leur vie d'échecs, de culpabilité, de terreur de se retrouver seules. C'est pourquoi il leur a fallu accepter de sortir du déni et d'être confrontés à leur réalité. Pour y parvenir, ils font preuve non seulement d'un immense courage, mais aussi d'une grande capacité à se révolter. Il a bien fallu en effet qu'un beau jour ils se rebellent, osant affronter leur passé et les personnes qui l'ont peuplé, leurs parents en premier lieu. Oser se questionner à leur sujet, oser transgresser l'omerta, cette nocive loi du silence, oser regarder toutes ces années de souffrance comme des formes d'injustice et décider de se transformer en justicier pour les réparer, pour que les cicatrices se referment. Réparer son enfance. Pour obtenir des cicatrices de bonne qualité, tous les chirurgiens et penseurs vous expliqueront qu'il faut auparavant bien nettoyer et refermer à l'intérieur, à chaque niveau, du plus profond au plus superficiel, et, évidemment, ne rien oublier. Les cicatrices psychiques sont de même nature. Il convient de réparer l'enfance afin qu'elle devienne de plus fines traces blanches bien régulières que l'on ne viendra plus gratter et rouvrir. C'est pourquoi j'ai évoqué plus tôt la très nécessaire réhabilitation du patient par lui-même, réhabilitation qui prendra en compte ce qui n'était pas de sa propre responsabilité. Le plus important étant le regard qu'il porte sur ce qu'il a vécu plutôt que les événements eux-mêmes. Réparer son enfance consiste donc en tout premier lieu à retrouver l'enfant en soi, cet enfant qui a tellement souffert qu'il a enfoui profondément et refoulé ses souffrances. Ces retrouvailles vont lui permettre de prendre conscience de tout ce que le corps a enregistré, intégré depuis l'époque la plus archaïque de son histoire. Réparer l'enfance, c'est penser ses blessures. Cynthia, 26 ans, a comme tant de jeunes femmes souffert d'attitudes très malsaines de la part de sa mère, alors qu'elle n'avait que 10 ans. Celle-ci a commencé à lui présenter de nombreux amants. Elle lui racontait toutes ses rencontres avec les hommes, ce qu'ils faisaient ensemble. Les patients dépendants affectifs pathologiques ont à franchir la porte étroite qui va leur permettre d'entrer en rébellion pour admettre, reconnaître ce qu'ils ont subi sans éprouver de culpabilité. Ce qui n'est pas simple. Qu'il s'agisse de se rebeller contre des valeurs et des pratiques issues de méthodes éducatives hautement condamnables ou de soi-disant vertus inadaptées car trop intégristes, ou encore contre des incompétences, des négligences ou pire des maltraitances psychiques. La révolte est nécessaire tout comme elle a toujours été pour faire progresser l'humanité. Elle offre la distance utile pour observer les faits. Pour se rebeller, les patients doivent avant tout intégrer l'idée que leur mission sur Terre n'était pas de contenter constamment leurs parents et admettre qu'ils peuvent devenir autonomes car leur bonheur ne dépend pas de leur soumission. Cet apprentissage et cette nouvelle clairvoyance excluent, j'insiste, la culpabilité. Il ne s'agit que de remettre les responsabilités à leur juste place
et de donner aux enfants intérieurs la permission de grandir afin de pouvoir voler de leurs propres ailes. Les patients s'étonnent. Ce n'était donc pas moi qui étais responsable de la dépression de ma mère, de la fureur de mon père. J'ai le droit de penser autrement. Et ces étonnements opèrent très vite un rapprochement avec eux-mêmes. Je ne suis pas si mauvais que ça. D'autres parents, sans doute, auraient pu m'aimer. Peter Pan, ou l'enfant qui ne voulait pas grandir. Parce qu'il n'a pas reçu la permission, Peter Pan refuse de grandir. Dépendant affectif pathologique, la quête de l'acceptation pour autrui devient son seul moyen de s'accepter lui-même. Il prend l'amour comme chose due. Il prétend être un adulte, mais agit en fait comme un enfant gâté. L'image que les hommes souffrant du syndrome de Peter Pan donnent aux autres est bien plaisante, joyeux, enthousiaste, toujours rempli d'énergie et prêt à tout faire, à tout découvrir, pétulant, insatiable dans la recherche du plaisir, insouciant, sûr d'eux-mêmes, et beaucoup de flammes se plaisent en leur compagnie. Jusqu'à ce que, le temps passant, ils se dévoilent, car ils finissent par s'effondrer. Leur apparence confiance en eux s'avère être un complexe d'infériorité surcompensé et leur amour du risque un comportement contraphobique tant ils vivent dans la peur. Leur façon ferme de s'affirmer, plutôt virile, masque leur colère et de leur estime de soi. Un leurre dissimule un fort sentiment d'impuissance à mener une vie adulte. S'ils se croient tout permis, c'est pour dissimuler leur dépression. Leur enfance, en apparence tout à fait agréable, les a rapidement plongés dans l'angoisse, la peur et la solitude, la misogynie, qui se traduira plus tard par un machisme guère supportable. Leur relation avec leur mère était chargée d'ambivalence, de confusion des sentiments qui oscillaient entre agressivité et culpabilité. Ce qui n'est pas étonnant dans la mesure où les hommes séducteurs sont dans la quête constante d'une bonne mère. Ils ne semblaient pas concernés par l'autorité paternelle et les règles à respecter. Au fil des années, l'immaturité de leurs parents trop laxistes et trop absents, qui compensaient souvent leur manque d'attention par de l'argent, leur a fait éprouver un fort sentiment de solitude. Enfants livrés à eux-mêmes, ils ont consacré leur enfance à la recherche perpétuelle du plaisir auquel ils sont persuadés d'avoir droit, quel qu'il soit. Comportement qu'ils perpétuent devenus adultes. Pourtant, un jour, le carrosse s'est transformé en citrouille. Le pays de jamais, jamais s'est effacé devant une réalité beaucoup moins plaisante. Un père qui n'a pas pu être un modèle pour son fils, une mère peu affectueuse, le jeune Peter Pan n'a pas eu d'autre choix que de compenser le manque d'amour par une constante quête d'admiration et de reconnaissance. Si les hommes souffrant du syndrome de Peter Pan représentent la jeunesse éternelle, c'est ce qu'ils désirent, d'autant plus qu'ils sont très narcissiques. Ils craignent surtout le temps passant, de sortir du rêve, de se confronter avec la réalité. Ce qui explique que certains la fuient dans la toxicomanie. Au fond d'eux-mêmes s'installe la tristesse, même s'ils continuent à rechercher le plaisir, même s'ils peuvent s'attacher à des femmes qui prennent soin d'eux. Ne pouvant plus tromper leur monde, ils commencent à agir de manière purement infantile, confuse, peu rationnelle, toujours dans l'espoir de rester jeunes. Ce syndrome décrit des hommes très dépendants affectivement. Ils n'ont pas accès à leurs véritables émotions. Ils se montrent perfectionnistes, veulent encore et toujours plaire, adoptant un comportement de séducteur et de manipulateur. Ils refusent de quitter leurs illusions et vers la cinquantaine, ils ne peuvent plus masquer leur dépression. Certes, il n'est jamais aisé de se confronter aux défaillances parentales, même minimes, comme il n'est jamais simple d'assumer les siennes. Car d'autres personnes, élevées avec les mêmes parents, ne seraient peut-être pas devenues aussi dépendantes affectivement, avec une telle intensité. Mais c'est ainsi. Chaque pas est important. Là, il est question de réparer le passé et non ce qui en a été fait. De laisser enfin l'enfant s'exprimer complètement et lui permettre de prendre de la distance avec ses parents. Pour y parvenir, les patients s'appuient sur la relation thérapeutique afin d'affronter ce qui hantait leur enfance avec l'interdiction de le reconnaître. Aujourd'hui, ils se révèlent à eux-mêmes les peurs et les injustices, les colères et les désespoirs. Ils découvrent parfois, effarés, qu'un grand nombre de blessures psycho-affectives auraient pu être évitées si leurs parents avaient un tant soit peu remis en question leurs méthodes éducatives appliquées en toutes bonnes intentions. Par des adultes trop sûrs d'eux, peu curieux et amnésiques de leur propre enfance. L'on peut d'ailleurs se poser la question pertinente de savoir pourquoi il n'est écrit nulle part « Tes enfants, tu respecteras ». Souvenons-nous que les patients ont été adulifiés en devenant à la fois leurs propres parents et celui de l'un de leurs parents.
quand ce n'est pas de la fratrie tout entière, comme de vaillants petits adultes de quelques années. Mais des petits adultes qui manquent cruellement de compétences propres, justement, aux seuls vrais adultes. Ils n'ont pas toujours su comment bien remplir ce rôle et s'en culpabilisaient. Leurs parents ont volé leur enfance et son lot d'innocence, de légèreté, de rêve. Grâce à la thérapie et à la lucidité acquise, ils sont capables de réhabiliter cet enfant qu'ils étaient, de lui offrir une enfance, pour leur plus grand soulagement. Ils ont suffisamment payé à la place de leurs parents inaptes à la parentalité, incompétents dans leurs fonctions. Ils peuvent alors leur restituer leur responsabilité. Parfois, ils sont un peu effrayés de ce retournement de situation. Ils cherchent à les excuser, ce qui sera possible s'ils le désirent une fois la thérapie terminée. C'est pourquoi il m'arrive régulièrement de leur proposer d'imaginer qu'ils assistent à leur procès au cours duquel ils joueront le rôle de leur propre avocat. Ils rédigent leur plaidoirie avec pour toile de fond l'idée qu'ils sont accusés de tout et responsables de rien. Les enfants ne sont pas coupables. Justice sera faite. Le désamour de soi commence à se dissiper. L'enfant n'a plus à subir ni à se taire. Les cicatrices peu à peu se referment sur les tissus sains. Lorsque les patients, grâce à leur juste rébellion, se libèrent de la tutelle parentale inappropriée, ils découvrent parfois qu'ils ont en quelque sorte pris le relais de ces parents néfastes à leurs épanouissements. Ils ont tellement intégré leurs principes que leur surmoi, cette instance parentale introjectée, intériorisée, perpétue les principes de valeur dont ils désiraient se dégager. Un juge intérieur les condamne comme l'œil de la conscience qui regardait Kane. Il est important que le thérapeute les aide à comprendre ce processus pour s'en dégager. J'imagine que bien des lecteurs pensent parfois à juste titre que les parents ne sont quand même pas coupables de tout, qu'il est injuste de les stigmatiser ainsi. Je leur réponds que cette réparation de l'enfance et des relations avec les parents en particulier ne peut se faire qu'à travers le regard de l'enfant blessé. C'est à lui que le thérapeute donne la parole afin qu'il renonce à un attachement destructeur. Il est déjà tellement pénible de regarder pour la première fois, le plus souvent toutes ces années douloureuses sans en avoir honte, en acceptant la vulnérabilité, la fragilité que génère ce regard. Il est déjà tellement pénible de bousculer par ses prises de conscience les sentiments éprouvés vis-à-vis de ses parents. Combien d'enfants se taisent par amour pour leurs parents, même lorsque les faits sont incontestables? Combien d'enfants préfèrent porter sur eux le poids des incompétences de leurs parents? Combien d'adultes refusent encore et toujours la lucidité sur leurs parents, les êtres qu'ils idolâtrent? Un véritable travail de deuil s'impose, celui tout d'abord de l'illusion des parents parfaits. Le père idéal n'existe pas, la mère idéale non plus. L'être humain est faillible et très vite les parents tombent de leur piédestal. Ils désertent l'Olympe. J'ai déjà abordé le thème de l'illusoire perfection. Il est temps désormais de faire le deuil de celle de ses parents. S'il est désolant d'accepter que les meilleurs parents seront toujours imparfaits, mais cela s'appelle aussi tout simplement grandir, il est extrêmement soulageant et apaisant d'intégrer cette banale réalité. Florence. Cher papa, longtemps je t'ai attendu, longtemps, peut-être même encore aujourd'hui. Longtemps j'ai espéré que tu m'attendrais là dehors et que je passerais avant tout le reste. C'est peut-être arrivé, mais tu peux souvent que je n'en garde aucun souvenir. Non, les souvenirs que j'ai sont des moments où, à la sortie de l'école, une fois mes amis partis, à partir de 11h30, je t'attendais. Je commençais à compter les voitures blanches comme la tienne, et j'attendais, patiente et docile, résignée. Aujourd'hui, je partirai en colère et triste, mais je partirai, ne laissant à personne le soin de m'écorcher. Mais à cet âge-là, à ce moment-là de la vie, et jusqu'il y a peu, j'aurais attendu. Un geste, un mot, une attention. L'impression d'être un chien attendant une caresse qui ne vient pas. Chien fidèle. Longtemps, j'aurais été une petite fille patiente et déçue, chaque jour. Ensuite, j'ai entendu d'autres hommes. Plus tard, sans imaginer jamais pouvoir être celle qu'on viendrait chercher parce qu'on en a envie, parce qu'on l'aime. Non, je retrouvais ma place à l'arrière en attendant un je ne sais quoi qui ne venait pas. Oui, je dois comprendre et accepter qu'il est bien trop tard pour te rattraper et pour te voir enfin arriver à l'heure, aimant et souriant, comme le père que j'aurais aimé avoir. Tu n'es pas celui-là, tu ne le sauras pas. À moi de vivre sans cette épine, à moi de vivre sans ce père fantasmé, à moi de vivre, à moi de m'imaginer libérée de ces attentes jamais assouvies. Je n'arrive pas encore vraiment à faire grandir la petite fille qui t'attendait devant l'école primaire. Elle a du mal à renoncer, alors je le fais pour elle. Mais avant, je lui demande de ne plus t'attendre, parce qu'ainsi, je vais pouvoir avancer vers de meilleures choses, moins douloureuses. Changer le rapport à l'autre, arrêter d'être derrière l'autre, la seconde.
dans l'arrière-boutique, attendante, soumise aux choses, aux désirs et aux faits. Réparer les dommages psycho-affectifs liés aux parents ne concerne pas que le passé. Certains patients devenus adultes sont encore ligotés par la trop grande influence de leurs parents qui décidément veulent à tout prix conserver le contrôle sur leurs enfants comme si toute leur vie durant ils leur appartenaient, comme si leur toujours plus petit jamais grandi n'étaient pas capables de s'assumer. Car il faut les conserver sous cloche, la cloche du désir absolu de maintenir leur pouvoir sur eux. Leurs arguments sont nombreux pour préserver ce pouvoir sur leur progéniture. L'inquiétude, réelle ou non, qui autoriserait à elle seule ce contrôle. Le chantage affectif et la culpabilité qui brisent les efforts d'autonomisation. L'argent, moyen largement utilisé pour dominer. La mauvaise foi qui laisse pantelant. L'appel à la loyauté aussi, qui peut aller jusqu'à condamner les choix de partenaires, de profession, de lieu de résidence. Et, outre toutes ces formes de manipulation, l'amour. L'amour au long duquel, selon certains parents, tout est permis, même un comportement dominateur et ou destructeur, même la critique, le jugement négatif, les ordres ou les incitations très appuyées à suivre leurs conseils. Distiller habilement le doute sur soi, sur ses facultés, est une façon efficace de créer le besoin. Proposer de faire à la place est un bon moyen pour garder ses enfants sous contrôle. Je vais faire ça, tu es fatigué, repose-toi. L'amour qui emmaillote des désirs de mainmise totalitaire sur ses enfants adultes. Je pense à ses parents, père ou mère, qui disent à leurs enfants, qui n'en est plus un, « Je te connais mieux que toi, je sais ce qui est bon pour toi ». Je pense aussi à toutes ces filles de compagnie, adultes et célibataires, interdites d'aimer ailleurs par des mères égocentriques et possessives. Toutes ces manifestations de pseudo-amour sont tellement éloignées de l'amour véritable. L'épouse d'un de mes patients consacre plusieurs heures par semaine à faire de ménage chez son fils de 32 ans. Elle s'occupe également de son linge. Si ce fils était en thérapie, il déciderait de mettre fin à cette situation qui permet à sa mère de contrôler son petit. Il lui dirait clairement qu'il est tout à fait capable de s'occuper de lui et de son intendance. Sans doute lui ferait-il de la peine, mais ce n'est pas une bonne raison pour accepter de perpétuer ce comportement. C'est de sa propre vie qu'il s'agit. Si sa mère a des problèmes de dépendance affective, le territoire du problème est chez elle. Cette attitude serait un exemple de révolte contre une mère abusive. Tant de mères justifient leur désir de contrôle sur leurs enfants avec ces simples mots. « Je ne vis que pour ton bonheur. Tout ce que je le fais pour toi. » Seule la révolte des enfants grandis pourra venir à bout de ces pratiques. Une mère n'a pas à vivre que pour ses enfants. Elle est aussi une femme, une amie, peut-être une épouse. Elle a une vie professionnelle, des activités, des aspirations, des projets, une vie, etc. Et comme il est difficile au cours de la thérapie de se dégager de cette tutelle si bien intentionnée, de cette tutelle qui maintient la croyance de sa propre impuissance, pourtant, lorsque la révolte est en marche, les patients dépendants affectifs pathologiques y parviennent. Assumer sa vie émotionnelle. Les patients ont aussi à réapprendre que la vie émotionnelle représente une composante essentielle de l'être humain. Je dis réapprendre car l'enfant le pressent, le sait. Et lorsqu'il y est autorisé, il exprime ce qu'il ressent par des mots, mais aussi par tout son corps, ses gestes, ses mimiques, sa créativité, ce comportement. Par la maladie aussi, quand il n'est pas entendu. Pourtant, les dépendants affectifs pathologiques craignent comme la peste cette si humaine composante. N'ayant pas le droit d'être sincères sur ce qu'ils éprouvent, ils continuent à nier leurs émotions. Ce qui peut humainement se comprendre, mais qui les prive fort malheureusement des prises de conscience indispensables pour résoudre leurs problèmes. Ce n'est que dans le cadre rassurant de la thérapie qu'ils vont enfin entrer en contact avec elle, qu'ils vont réparer ce manque en découvrant le respect qu'ils leur doivent. Sûrs de n'être pas jugés après les avoir exprimés, comme nous l'avons lu plus haut, ils s'autorisent enfin à considérer comme faisant partie d'eux-mêmes. Ils acceptent leur colère, leur rage, leurs sentiments de honte, de culpabilité, leur désespoir et leur rancune, leur désir de manipuler parfois les personnes dont ils attendent tant d'amour et de reconnaissance. Ils parviennent ainsi à intégrer l'idée que toutes ces émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises, simplement justes, qu'elles sont l'écho de leur être réel, qu'elles sont partie d'eux et qu'elles sont les messagères utiles, les informant de ce qu'ils sont en train de vivre. Bien sûr, elles peuvent gêner, mais il n'est plus temps de les renier ou de chercher à les dissimuler. Elles sont une part intégrante de leur personnalité, de leur identité. Toute dépendance affective pathologique est reliée de près à la vie émotionnelle puisque le comportement qu'elle génère est mis en place justement pour combattre des émotions trop douloureuses.
Déjà lors de la réparation de l'enfance, lorsque les responsabilités sont mises à leur place, une forme d'apaisement a pu commencer à s'installer. Le désamour de soi s'amoindrit. Réhabilité aux yeux du patient, l'enfant intérieur acquiert une plus grande confiance en lui. Il est alors possible pour l'adulte de reconsidérer certains de ses choix, de ses croyances, de ses comportements. Davantage connectés avec leurs émotions, les patients apprennent aussi à les assumer, même celles qui ne les flattent pas. Les assumant, il leur sera plus facile de découvrir ce qu'ils veulent vraiment pour eux. Ils vont enfin avoir accès à leurs désirs. Sans doute commenceront-ils à cesser de faire comme si ils n'étaient jamais en colère, comme s'ils étaient constamment béats de compassion, remplis de bonnes intentions, tellement généreux, un leurre pour eux, un leurre pour les autres, et davantage respectueux de ce qu'ils ressentent. Ils seront en mesure d'être plus attentifs aux émotions des autres, ils les craindront moins. Progressivement, ils vont enfin sortir de l'ambivalence des sentiments. Ils seront repérés des émotions opposées comme l'envie de plaire et le ressentiment, la tristesse et le contentement factice. Ils ne craignent plus de nombreuses déclinaisons de la colère, comme Justin, qui aujourd'hui comprend pourquoi il a du psoriasis sur les jambes. Ne pouvant nier cette manifestation somatique de son émotion, il est désormais capable d'interroger sa colère et d'y remédier. Lors de sa dernière séance, il en a formulé très clairement la raison. Mes parents ont voulu faire de moi un monsieur parfait en tout et qui n'a pas le droit d'aller mal. Les patients peuvent aussi s'adresser à l'enfant qu'ils étaient, qu'ils portent à l'intérieur d'eux-mêmes, pour le rassurer, lui donner des permissions. Ils vont à nouveau devenir leurs bons parents, mais un parent averti, compétent. Cette forme de reparentage est essentielle pour réapprendre et réparer la vie émotionnelle passée et les autoriser à vivre leurs véritables émotions, celles de tous les jours dans le présent. Il leur faudra apprendre beaucoup de choses de cet enfant afin d'apaiser ses souffrances, pour qu'elles cicatrisent. Ils lui expliqueront que les émotions ne sont pas inspirées par le malin, elles n'ont rien de diabolique ou d'effrayant, car toutes sont justifiées. Ce sont leurs manifestations qu'il conviendra peut-être de changer. Ressentir ne donne pas tous les droits. L'enfant doit bien comprendre qu'il peut éprouver de la colère et que ce n'est pas une raison pour faire du mal aux autres ou à lui-même. Il peut ressentir de la peur, mais ne doit pas entraîner l'autre avec lui dans sa panique. Il peut se sentir triste sans désirer pour autant que l'autre le soit à sa place. Et réciproquement, il a le droit de n'être pas triste à la place de l'autre. Il doit avant tout et surtout savoir que le fait de ressentir ses émotions humanise et enrichit la psyché, ce qu'on appelle aussi l'esprit. Ce travail sur les émotions a un autre objectif, faire admettre aux patients que les émotions, quelles qu'elles soient, plaisantes ou pénibles, font partie non seulement de tout être humain, mais sont aussi une part intégrante du vivant. Seule la mort les anéantit définitivement. Il s'agit là d'une réalité à laquelle nous sommes confrontés tout au long de notre vie, au plus profond de nous. Le meilleur exemple que le thérapeute puisse en donner est que la thérapie serait impossible sans l'expression de tous ces affects. J'ai déjà mentionné le fait que les traitements antidépresseurs et anxiolytiques empêchaient l'accès aux émotions, ce qui ne facilite pas le travail thérapeutique, mais que sans eux, les patients en sont à l'opposé tellement submergés que ce travail est rendu impossible. Il convient d'apprendre à surfer sur cette contradiction, tant il serait incongru d'imaginer une thérapie au cours de laquelle le thérapeute n'interrogerait pas le patient sur ce qu'il ressent. Assumer la vie émotionnelle permet de la comprendre pour mieux la vivre. On a moins peur de l'inconnu. La comprendre, c'est connaître sa raison d'être et son fonctionnement. La soif absolue ne conduit qu'à de pénibles désillusions. L'évitement de l'expression de la colère conduit à de la frustration et parfois à un comportement verbal ou physique empreint de violence. Comprendre sa vie émotionnelle, c'est aussi savoir reconnaître et nommer ses émotions, devenir de plus en plus compétent pour leur donner un nom en tenant compte de leur infinie subtilité et finesse. Certaines sont tellement volatiles et fugaces, tandis que d'autres provoquent des sensations physiques pouvant être trompeuses. Maintenant que les blocages sont levés, elles ont enfin le droit d'exister. Seuls les psychopathes ne les ressentent pas. Enfin nommées, elles seront alors reliées à des besoins, car nous avons aussi des besoins émotionnels, comme par exemple tout ce qui a trait à l'attachement, affection, amitié, tendresse, amour, etc., ou encore à l'expression artistique. Les émotions existent dans tous les domaines de la vie. Reliés à ces besoins bien humains, il sera alors possible d'apprendre à les satisfaire, au moins en partie, l'idéal restant un idéal.
S'ils ne peuvent parvenir à assumer leur vie émotionnelle, les patients dépendants affectifs pathologiques maintiennent une sorte de torpeur émotionnelle qui engendre la dépression, les crises d'angoisse, les insomnies, les somatisations en tout genre, qui sont les preuves malheureuses de leur souffrance. Ils ignorent que cet engourdissement ne les protège en rien. Les murs qu'ils ont inconsciemment dressés entre leurs émotions et d'autres aspects d'eux-mêmes sont aujourd'hui à l'origine de leur mal-vivre.